peut pas continuer comme ça. Hein. On ne peut pas continuer à connecter tous les neurones à tous les neurones au-delà de 1000 puisque ça vient de la folie, la complexité. Alors, maintenant, si on parle de complexité, ça, c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Le calcul. Parce que nous, mine de rien, on a des machines à calculer impressionnantes. 100 milliards de neurones, on a tous ça, et plusieurs fois par seconde, on met à jour tous nos neurones. Ça, c'est de la folie. Pour un informaticien, c'est un truc de fou. Et c'est le plus gros obstacle qu'on a mis. Comment arriver à avoir une puissance de calcul assez importante pour calculer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez stimuler un cerveau, il faudrait peut-être pour une seconde de vous, il faudrait peut-être un siècle de calcul. Pas très pratique. Hein. La discussion, elle va être lente. Alors, une des voies qui est beaucoup utilisée par les chercheurs, c'est les cartes graphiques aujourd'hui. C'est très amusant. Les cartes graphiques étaient prévues pour jouer avec Call of Duty, par exemple, initialement. Et puis les gens se sont amusés qu'on pouvait faire des calculs scientifiques dessus. Mais ce n'était pas du tout prévu, ça. Et aujourd'hui, une carte graphique comme celle-là, qui est à la dernière de Nvidia, on sort 4 teraflops. 4 teraflops, je pense que ça ne vous dit rien du tout. Mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est énorme. Il y a 15 ans, on sortait 1 teraflop du Cray qui était à l'EPFL. 4 teraflops, c'est 4000 milliards d'opérations à virgule flottante par seconde. Vous ne savez pas ce que c'est une opération à virgule flottante. Je vous fais une démonstration d'une opération à virgule flottante. Attention. 2 fois 2,3 égale 4,6. Voilà une opération à virgule flottante. Voilà, tout simplement. Mais nous, on en fait 4000 milliards. C'est très impressionnant. Mais c'est pas encore c'est bien. Mais on commence à se rapprocher de ce qui est nécessaire. Parce que après la machine à vapeur, on a fait la machine à explosion. Alors, le moteur à explosion, c'est un peu le même principe. Ça a permis de faire des voitures, donc des transports rapides, et ensuite des avions, donc la communication, tout s'en est suivi. Dès lors qu'on est sorti de la force musculaire. La troisième invention. En informatique, on n'aime pas les choses un peu compliquées, parce que c'est très compliqué aussi à reproduire. On va simplifier le problème. Et je vais vous montrer comment on modélise, on range un peu un réseau comme ça, pour qu'il soit plus facile à modéliser. Alors, un cas très simple, 3 neurones, on ne va pas chercher trop loin. Ils sont tous connectés, et les connexions de A vers B ne sont pas les mêmes que B vers A. Et bien ça se range dans un tableau de chiffres. Et vous voyez, ce tableau de chiffres, c'est celui-ci, c'est 9 chiffres. Et vous voyez, la valeur 3, c'est la connexion de B vers C. Donc vous avez 9 chiffres pour modéliser un petit réseau à 3 neurones. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que là, vous allez faire quoi? Vous allez faire une machine avec des neurones dans un ordinateur, et alors, il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle interagisse. Hein? Il faut qu'elle ait un univers. Alors, ce qu'on fait beaucoup en réseau de neurones artificiels, c'est qu'on la fait interagir avec un univers virtuel. Voilà. Alors, cet univers virtuel, ça, c'est une image qu'on produit, c'est une très belle image, hein, c'est calculé en radiosité, ça c'est beau, ça, hein, vous avez la poussière, vous voyez un peu les ombres, ça c'est le top du top. Hein. Mais pour un ordinateur qui voit ça, ça lui permettra de vivre dans cet univers virtuel, de faire des expériences. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi c'est utile de faire interagir des systèmes artificiels avec des univers virtuels et pas avec une vraie caméra et un vrai bras? Vous savez ça? Pourquoi c'est mieux de faire en virtuel? Oui? Parce qu'on peut tout créer, c'est absolument important. Il y a une autre raison. Une raison très bête. La vitesse. La vitesse. Si vous avez un robot qui peut prendre une certaine vitesse, il peut faire des choses, des expériences, il va les faire lentement, comme un enfant. Ce qu'on veut, c'est aller vite, parce que la plupart du temps, nos robots, ils ne vont pas apprendre bien, ils vont faire des erreurs constamment. Et on manque de temps. Dans l'univers virtuel, on peut faire des robots qui bougent à la vitesse de la lumière, ou bien plus vite encore. Aucun problème. Des fonctions cérébrales. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. On a été au-delà de la machine à calculer qu'on a fait l'électronique. On a été jusqu'à faire des joueurs d'échecs électroniques. Et ce que vous voyez là, c'est Deep Blue à droite. Et à gauche, vous voyez Kasparov. Vous voyez la tête qu'il fait? Hein? La tête dans les mains. À la maison. Je n'ai rien trouvé sur 320. Je ne pense pas que ça rentrerait dans ta maison. J'imagine que non est l'heure. Quelle est la taille de ta maison? Je n'ai rien trouvé sur quelle est la taille de ta maison.
Voilà, c'est la même chose. Et c'est la même chose pour 100% des systèmes cognitifs artificiels qu'il y a sur Terre aujourd'hui. Ils échouent tous au test de Turing. Pas un seul ne le passe. Ce qui en langage trivial veut dire on n'a pas encore été capable de fabriquer une machine qui pense. Voilà ce que ça veut dire. Alors si on veut en fabriquer un, quels sont les éléments qu'on doit posséder? C'est certaines des matières. Je les cite ici pour vous montrer l'importance, la pluridisciplinarité qu'il y a dans ce domaine-là. Il faut connaître plein de choses dans plein de domaines pour respirer, juste faire des contributions utiles. Je ne dis même pas pour réussir. Alors, le connexionnisme, la théorie du chaos, simulation informatique, modèle numérique, comportement émergent, mécanique quantique, neurobiologie, sélection génétique, système expert, c'est juste une fraction des domaines que tout chercheur dans ce domaine-là doit, sinon maîtriser, au moins quand même bien connaître. Et aujourd'hui, je vais juste élaborer sur les points qui sont bleus. Ici, je vais parler un peu de chacun de ces points-là. Avant d'entrer plus en détail, la recherche fondamentale. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est de recherche fondamentale. C'est même pas appliqué, c'est vraiment des choses où on ne pense même pas à l'application, on se dit est-ce qu'on va y arriver? C'est un truc de fou. D'accord. La recherche fondamentale, comment ça se passe quand vous êtes un chercheur? Ce que vous faites, c'est toujours en deux étapes. D'abord, vous avez des idées. Alors vous les écrivez dans ce qu'on appelle un papier. Et là, le papier, vous l'envoyez à un comité de lecture. Et ça, c'est un exemple de papier. Voilà. Alors, vous écrivez des équations et tout ce qui vous passe par la tête, mais c'est censé être intéressant et vrai. Si le comité de lecture dit votre truc est pas mal, alors dans ce cas-là, vous avez le droit de venir à la conférence et de faire un peu comme moi, devant vous aujourd'hui, mais devant des scientifiques, des pairs, vous présentez un peu votre idée. Et puis les gars, ils posent des questions, ils critiquent, et voilà, avec un peu de chance, ils vont reprendre vos idées. Donc en fait, quand on est chercheur, tout ce qu'on cherche, c'est être copié. C'est le but. C'est le contraire de l'industrie. Alors, comment fabriquer une machine qui pense? Comment on peut s'y prendre? Alors, avant de vous dire comment s'y prendre, je vais vous montrer un peu l'ampleur du défi. Un cerveau normal, comme chacun d'entre nous ici, je l'espère, comporte typiquement 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Vous imaginez? C'est le nombre d'étoiles dans notre galaxie. 100 milliards, c'est immense, c'est monstrueux. Et c'est pas tout. Chaque neurone est typiquement connecté à 10 000 autres. 10 000 fois 100 milliards de connexions. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et chacun d'entre nous, on a ça dans notre boîte crânienne. Maintenant, pourquoi c'est un défi? Pourquoi ça pose problème? En fait, aujourd'hui, il y a un problème qui est bien connu, c'est le système à 3 corps. Et là, ce que je vous montre, c'est 3 étoiles. Si vous avez 3 corps en interaction, dans le cas de 3 corps en interaction qui sont des étoiles, c'est interaction par force de gravité, le mouvement de ces 3 corps est imprédictible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas prédire le mouvement de ces 3 corps dans la durée. C'est chaotique. Donc on ne comprend pas 3 corps en interaction, mais ce qu'on cherche à faire, c'est en mettre 100 milliards en interaction. Vous voyez un peu le problème. Ce n'est pas le seul. Un autre problème. Là, je vous montre 2 images qui, normalement, sont très claires pour tous ceux qui possèdent au moins 100 milliards de neurones. Vous avez à votre gauche un oiseau, et à votre droite, un planeur. Bien. Quels sont les points communs entre ces 2 entités?